qui s'intitule « Usine 4.0, serons-nous au rendez-vous ?» Objectif de notre table ronde, comprendre ce qu'est l'usine du futur, ce qu'est l'usine 4.0 ou l'usine connectée. Nous verrons effectivement s'il y a des différences de terminologie entre ces trois appellations. Où en sommes-nous en termes de déploiement? Quelles sont encore les marches qu'il nous faut gravir pour y accéder et les écueils à éviter? Quelle sera la place de l'homme dans ce nouvel environnement? Mais avant de commencer, je voulais simplement vous préciser une modalité. Et si vous pouvez revenir juste à la présentation, merci. Donc une modalité que nous allons utiliser pour chacune des tables rondes. Vous avez donc affiché, et vous l'avez aussi sur les programmes qui vous ont été distribués, donc un numéro de téléphone où nous vous demandons donc de poser vos questions lorsqu'elles vous viennent, donc au numéro par SMS. Et en fin de table ronde, nous aurons globalement 15 minutes pour répondre à l'ensemble des questions posées. Et cette modalité donc, sera la même pour chacune des trois tables qui s'en suivent. Donc première question, je me tourne vers vous, monsieur Vincent Jonot. Donc, vous êtes président du secteur industrie au Gimélec, vous êtes vice-président de Siemens France. Première question, donc, pouvez-vous nous présenter le Gimélec et nous expliquer comment aujourd'hui vous avez accompagné la mise en place et la mise en œuvre donc, de la démarche usine du futur au sein du Gimélec? Et faites-vous d'ailleurs une différence entre l'usine 4.0, l'usine du futur et l'usine connectée? Écoutez, merci. Oui, au niveau du Gimélec, nous sommes un syndicat qui regroupe essentiellement les fabricants en électrotechnique et en logiciel industriel. Donc en fait, ce que l'on rencontre sur toutes les chaînes de production, de l'automate au drive en passant par le moteur, mais aussi les logiciels de supervision ou les logiciels de MES. Donc en fait, c'est ce qui fait fonctionner notre industrie. Bon, il y a une partie mécanique également. Alors le Gimélec, ces acteurs sont avant tout des acteurs mondiaux qu'on retrouve dans l'industrie, partout en France, mondialement également. Et ces acteurs sont effectivement ceux qui ont travaillé sur Industrie 4.0 ou sur l'usine du futur et sur les solutions à amener. Donc un point important pour nous, c'est l'usine du futur, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est notre quotidien depuis plus de 10 ans maintenant, avec des solutions qui fonctionnent, et notre rôle, notre objectif, c'est maintenant de le mettre en œuvre et de le dérouler dans l'ensemble des industries. Donc ça, c'est effectivement ce qui nous préoccupe tous les jours au niveau du Gimélec. On a vu avec plaisir arriver le plan 34 en France. Chaque pays a lancé ses plans, que ce soit l'Allemagne avec Industrie 4.0, l'Angleterre, l'Italie, les US, la Chine. La France lance son plan usine du futur, c'est vraiment une bonne chose. Et avec le Gimélec, nous avons voulu amener notre soutien à ce plan et aider ce plan à se mettre en place et à se développer. Pour cela, on s'est associé avec le CIMOP. Le CIMOP est le syndicat des machines-outils et de machines de production. Il fait partie de la FIM. Donc, on a considéré que c'était intéressant de s'associer pour avoir une démarche plus forte et plus complète. L'objectif étant déjà de faire un état de l'industrie en France. Parce qu'on parle de 4.0 d'usine du futur, mais déjà, il faut déjà atteindre le 3.0, c'est-à-dire avoir une usine et une industrie moderne. Et nous avons mandaté le cabinet Roland Berger, qui est un cabinet qui est assez affûté sur ce genre d'études, pour travailler sur le mapping de l'industrie française et les solutions à apporter pour inverser ce phénomène de désindustrialisation qu'on a en France, puisqu'on est passé de 18% du PIB à 12% du PIB dans les 6 dernières années. Alors, juste pour éclairer, parce que je ne sais pas si tout le monde comprend les subtilités du 4.0, 3.0, 2.8, 3.7, est-ce que vous pouvez rapidement expliquer, par exemple, ce qu'est l'usine 3.0, la 4.0, on va le voir. En fait, on a eu 4 révolutions industrielles. La première, la vapeur, la deuxième, l'électricité, la troisième, donc le 3.0, qui est l'arrivée de l'automatisme et du robot. Et la 4e révolution industrielle, c'est effectivement l'usine du futur. C'est l'intégration du logiciel, mais c'est aussi le lien entre le monde virtuel et le monde réel.
Et ça, c'est un des éléments clés, puisque dans les entreprises, on a souvent deux grands secteurs. Le secteur du bureau d'études, où on conçoit des produits, on conçoit des machines, on conçoit des lignes de production. Et puis de l'autre côté, la chaîne de production, où on réalise des produits. Le but est à un moment donné d'arriver à avoir quelque chose d'homogène, de la conception du produit jusqu'à la simulation de la chaîne de fabrication, la réalisation du produit, la logistique et le service après-vente. Oui, donc ce que vous préconisez quelque part, c'est effectivement d'adopter pour les entreprises une méthode dite de méthode des petits pas, c'est-à-dire d'y aller progressivement. Celles qui aujourd'hui ne sont effectivement pas encore dans la situation d'être en 3.0, c'est de passer par cette étape, de s'approprier cette culture, cette technologie, et ensuite de franchir le pas. Vous préconisez d'éviter peut-être le passage direct en 4.0, c'est ce que je comprends? Pas nécessairement. En revanche, le constat, et effectivement rejoint ce que vous évoquez, l'état des usines en France, et on en a parlé tout à l'heure, démontre un manque d'investissement majeur. L'investissement, c'est quand même important. On a vu depuis 10 ans à peu près, depuis les années 2000, un investissement qui est passé d'environ 5% à 3,9%. Je vous coupe, mais sur la question d'investissement, et ça va peut-être totalement appuyer votre propos, vous m'aviez proposé de présenter un certain nombre de graphiques et de messages, donc on va en profiter pour les passer. Et le premier d'entre eux mettait en avant l'écart d'investissement entre l'Allemagne, l'Italie et la France. Donc, oui. Je vais vous demander de nous le commenter. Alors, c'est un peu petit vu de loin, hein, je suis vraiment désolé. Juste derrière nous, il est un peu plus gros, mais... on va regarder juste le graphique sur la gauche. C'est assez intéressant, c'est l'indice de production industrielle. Vous voyez qu'en rouge, vous avez l'Allemagne, et vous avez effectivement en gris la France et en jaune l'Italie. Donc ça permet de comparer 3 pays européens voisins. C'est assez intéressant. On voit effectivement un croisement des courbes au niveau production industrielle vers les années 2005, où l'Allemagne passe nettement devant l'Italie et la France. Donc ça, c'est effectivement un des éléments qui met en évidence également ce manque d'investissement. Vous voyez après, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des deux autres graphiques, mais on voit effectivement sur le graphique de gauche la valeur ajoutée industrielle. Donc ça, c'est le résultat de l'étude Roland Berger qu'on a menée avec le CIMOP et le GIMELEC, et la DGE, bien sûr. Le décalage qu'il y a, et on est en milliards d'euros, entre l'Allemagne, courbe rouge, tout en haut, la France tout en bas, et l'Italie qui se développe, alors que sur la France, on est sur une tendance stagnante baissière. Autre graphique, qui justement, c'est le moment où je vous ai coupé, entre guillemets, c'est celui qui nous parle, cette fois-ci, précisément d'investissement. Oui, ça, c'est un élément clé. Effectivement, je vous disais, depuis 10 ans, on est passé de 5% à 3,9% d'investissement en France, c'est-à-dire qu'on a un déficit depuis les années 2000 d'environ 44 milliards. C'est énorme. Malheureusement, effectivement, les courbes d'investissement et d'amortissement se sont croisées. Donc, le bilan, c'est qu'effectivement, nous avons un parc machine extrêmement vieux qui frise les 20 ans. Au niveau de la FIM, on évoquait effectivement les investissements en termes de machines et robots, 20 000 en France, 200 000 en Allemagne, le delta est énorme. Et effectivement, on se retrouve avec un parc vieillissant, et ça, c'est un souci. Une industrie forte, c'est une industrie moderne. C'est effectivement une industrie moderne. Le graphique suivant est intéressant parce qu'il reprend ce qu'évoquait Madame Hugo tout à l'heure en présentant les exemples de mise en œuvre d'usines connectées, d'usines du futur. C'est qu'aujourd'hui, on voit très clairement l'écart qui s'est creusé et qui se creuse entre les très grandes entreprises qui ont effectivement les moyens de s'approprier, de mettre en œuvre cette nouvelle technologie, et les PME et ETI. Quelle est votre alerte sur ce sujet et votre message ? Alors, il y a des alertes et des éléments positifs. On a voulu mettre en exergue vraiment les éléments également positifs. Les éléments positifs, c'est les grands groupes français qui sont des leaders mondiaux. Vous voyez que les investissements ont fortement augmenté ces dernières années. On se retrouve avec des croissances relativement importantes, mais dans la zone jaune. La zone jaune, c'est la zone à l'export.
Donc aujourd'hui, les grands groupes, ils vont là où sont les marchés émergents, et c'est là où se font les investissements. Alors vous voyez que sur la France, on est sur un investissement d'environ 7 milliards qui reste stable, légèrement décroissant. Sur la partie droite, en revanche, on a la partie qu'on a perdue, voilà, la partie PME et ETI, et ça c'est une vraie différenciation entre la France et effectivement l'Allemagne, la Chine, les US, l'Italie, qui ont su développer un réseau de PME très dense, les faire évoluer en tant qu'ETI. Et là, vous voyez le désinvestissement flagrant de ces entreprises, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et le deuxième point à souligner, c'est la faible présence de ces entreprises, PME et ETI, à l'export. Ce qui est une grosse différenciation par rapport aux Allemands, aux Italiens, mais également aux Chinois et aux Américains. Autre élément très important, et vous l'avez cité en évoquant la situation du parc machine en France, l'état, je dirais, très vieillissant de ce parc machine. Vous m'aviez évoqué dans nos échanges, je dirais préliminaires, qu'il n'y avait pas quelque part d'usine du futur sans constructeurs de machines forts et constructeurs de machines français forts. Pouvez-vous donc, on a la diapo suivante, illustrer la diapo suivante? Ah oui, alors là, c'est le diagramme qui nous fait mal. On se retrouve avec la France en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on est le dernier de la classe en termes d'offres de constructeurs de machines. Aujourd'hui, il y en a une usine 3.0, donc robotisée, automatisée, ou qui veut aller vers l'usine du futur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des machines, elle achète des robots. Derrière, si les régions, si l'État, si la BPI met en place un soutien à cet investissement, il faut que cet investissement il bénéficie également aux constructeurs français. Et toute la logique est de dire comment arriver à retrouver une démarche vertueuse et profiter de cette 4e révolution industrielle, d'abord pour se repositionner à un niveau efficace en termes d'automatisme et de robots, passer en 4.0, le tout avec une offre française. On le voit très bien, les très gros industriels ont une phase d'investissement qui reste très forte et un export relativement important. Pour eux, si l'offre est en France, la réponse est très claire, nous achèterons des machines françaises, nous emmènerons les constructeurs de machines à l'export. C'est un cercle vertueux si on arrive à le mettre en place. Deuxième chose, les usines basées en France, on a énormément de sites industriels de petite et moyenne taille, et ça c'est vraiment très important, avec un parc machine vieillissant. On a fait un mapping de 800 sites industriels, on a référencé l'intégralité des machines, et aujourd'hui être en mesure de fournir à ces sites de production en France une offre de machines de production française, et également un cercle vertueux. Donc en fait, c'est arriver à faire fonctionner les gros industriels qui vont bien, qui se développent, qui peuvent aller vers l'usine du futur sans aucun problème. Aider également les PME, ETI de production basée en France à se moderniser, mais avec une offre française. Et ça, c'est toute la logique vertueuse qu'il faut arriver à mettre en place. Très bien. Sur les éléments sur lesquels nous avons échangé, vous m'avez cité 4 axes forts sur lesquels il faut aujourd'hui accompagner les entreprises. Pouvez-vous nous les rappeler? Ils sont effectivement très importants. Alors effectivement, dans les 18 recommandations, il n'y en a pas beaucoup. On a voulu en faire très peu du rapport qu'on a présenté au ministère et au gouvernement. Il y a 18 mesures. Et en fait, une des mesures est surtout de mettre en place une association, parce que notre objectif n'est pas simplement de faire un constat, beaucoup de gens font des constats, de faire des préconisations, mais on souhaite aussi faire de la mise en œuvre. Les régions font un travail énorme. En revanche, elles ont des besoins, je pense que François vous en parlera. Et un des buts d'une association pilotée par des acteurs qui maîtrisent la machine, c'est le cas du CIMOP avec sa fédération la FIM, c'est le cas du JIMELEC avec sa fédération la FIEC, mais également d'acteurs comme le CEA, le CETIM, le Syntec ou l'AFDEL, c'est de dire on souhaite vous accompagner et mettre à disposition des régions des outils et être prestataire de services des régions sur 3 axes. Le premier, c'est l'axe financier.
vous aider à orienter les financements sur les bonnes entreprises qui ont des vrais projets de robots, d'automatisme, de software, d'usines du futur. Et donc ça, il y a toute une démarche qui est en train d'être mise en place pour créer effectivement des labels. Deuxième axe, effectivement, c'est aider ces entreprises à aller à l'export, parce que le marché français ne permet pas d'avoir la taille critique et nos industriels se développeront que s'ils vont à l'export. Troisième point, aider à monter en technologie. Ces technologies nécessitent de la compétence. J'adore entendre l'AFPA volontariste, et on a besoin de formation professionnelle, mais on a également besoin de jeunes qui sortent de l'école. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent de l'école qui sont formés, usines du futur. Et ça, c'est très intéressant. On est un des rares pays dans ce cas-là. Mais ça, c'est un des éléments clés, la formation. Et je pense qu'entre la formation, l'axe export, l'axe technologique et l'axe financement, on doit pouvoir fournir une boîte à outils aux régions pour permettre à leurs industriels de se développer. Merci. On me fait signe qu'au niveau du temps, nous sommes en train de déraper. Alors, je ne vais surtout pas, je dirais, couper la fin de votre introduction et de votre présentation qui est extrêmement importante parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes aussi vice-président de Siemens France. Et ça me paraît très important que vous puissiez nous présenter la manière dont Siemens a déjà accompagné, déployé, mis en œuvre l'usine du futur dans vos propres sites de production. Et pour cela, nous avons prévu un petit film, donc il y aura un petit dérapage de quelques minutes, sur lequel vous allez effectivement, durant son passage, nous présenter votre démarche. C'est quand même utile. Depuis 2007 à peu près, on considère que l'usine du futur est un élément majeur. Et toute la politique industrielle de Siemens, où nous sommes très présents en termes d'automatisme sur les chaînes de production, a été de dire, si on souhaite faire le lien avec la partie software, nous devons également devenir un acteur majeur dans la partie logicielle. Depuis 2007, nous faisons des rachats et nous investissons des milliards dans notre atelier logiciel qui arrive à maturité depuis un an et demi à peu près, et qui est en mesure d'amener aujourd'hui les solutions pour l'usine du futur. On a vu certains exemples qui ont été présentés par la FIM, des sociétés comme Forest Linné par exemple. On retrouve effectivement tout un ensemble de solutions opérationnelles. Alors effectivement, notre objectif, je vous l'avais dit, c'est d'aller sur les 5 axes. Le premier axe qui est la conception du produit, le deuxième axe qui est la conception de la machine, la virtualisation de la machine et de la chaîne de production. Derrière, un point intéressant qui est cette bascule entre la virtualisation de la chaîne de production ou de la machine et le paramétrage automatique de l'outil de production lui-même. Ensuite, des logiciels capables de manager la production, de la rendre plus efficace. C'est ce qu'on a vu chez Salm, dans l'exemple de Salm, avec la mise en place d'un MES performant. Puis effectivement, le service et toute la partie logistique. Donc effectivement, on ne peut plus dire aujourd'hui que d'un côté, on a la partie logicielle au niveau du bureau d'études, de l'autre côté, les outils de production sur la chaîne de production. L'intégralité de ces éléments s'imbriquent et doivent amener quelque chose de dynamique. Alors, juste un petit exemple, peut-être pour voir effectivement ce que ça peut amener dans ce lien entre le virtuel et le réel, dans l'automobile. On va prendre un atelier robotisé. À partir du moment où on simule cet atelier robotisé, aujourd'hui on est en mesure de générer le code sur les automates, sur les drives, sur les commandes numériques, et de générer directement cette codification dans la chaîne de production. Concrètement, une nouvelle voiture, le time to market est fondamental. Il faut entre 12 mois et 18 mois selon la marque et le type de voiture. Et la mise en place d'un atelier robotisé chez un constructeur automobile, c'est environ 3 mois à partir du moment où on amène le matériel sur place. Dans cette logique, on arrive à passer de 3 mois à 3 jours. Donc on a un gain de time to market absolument exceptionnel. Voilà aujourd'hui ce que l'on peut faire. Peut-être un dernier petit mot, pas cet après-midi, mais demain, allez sur Industrie Lyon et vous pourrez voir en réel le virtuel. Voilà, je vous remercie. Et désolé pour la Monsieur Jonot. Monsieur Tasse, Jean-Michel Tache, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de Festo France. Oui. Première question très simple. Pouvez-vous nous expliquer et nous présenter Festo? Alors, Festo est une entreprise familiale
une très grosse entreprise familiale, comme il en existe quelques-unes en Allemagne. Nous sommes un peu plus de 18 000. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Et nous avons été créés en 1925. Notre métier, on essaie de le résumer à travers le slide que vous voyez à l'écran. Ce sont deux choses. Alors, peut-être par opposition, en complément de ce que fait Siemens, nous, c'est plus la partie mouvement, tout ce qui bouge dans les usines, que la partie purement logicielle. Et on s'adresse à deux choses qui nous semblent importantes, à la fois les métiers de l'industrie, mais aussi tout ce qui concerne la formation initiale et la formation continue, pour que toutes les technologies qui sont développées par notre entreprise puissent être mises en application, utilisées de façon efficace après sur les sites de production. Pouvez-vous nous présenter ou nous expliquer ce qu'est donc pour vous l'usine 4.0 au sein de Festo? Et est-ce que d'ailleurs vous faites une différence avec ce que vient de présenter M. Jauneau? Non, ça serait malvenu de faire une différence. Malvenu, je ne sais pas. Mais... Disons que nous, on décompose l'usine du futur ou le projet Industrie 4.0 en trois choses. Les technologies, vous avez, je crois, un slide qui le présente rapidement. Donc les technologies, ce sont globalement des composants dans lesquels on va essayer d'intégrer de plus en plus d'intelligence pour pouvoir communiquer facilement avec les couches logicielles dont Vincent Jauneau vient de parler. La deuxième partie concerne tout ce qui est interaction entre les hommes, la machine, les hommes entre eux. Donc on parle d'organisation, on parle de process. On attache beaucoup d'importance à cette partie-ci. Puis la troisième partie, extrêmement importante, concerne tout ce qui est qualification. Et donc là, le développement d'un certain nombre d'outils, de contenus de formation qui permettront de préparer les générations futures à travailler dans ce qu'on appelle l'usine du futur. Alors, dans cette usine du futur, on parle fréquemment de... Alors, excusez-moi, je vais employer des mots, mais on va justement prendre le temps de les expliquer. Donc, par exemple, de systèmes cyberphysiques qu'on appelle CPSS, SPC, etc. On parle de robots, on parle d'Internet des objets. Pouvez-vous nous détailler ces technologies, nous expliquer ce que ceci veut dire et nous expliquer comment vous, chez Festo, vous avez développé des outils propres à ces technologies. Donc alors, on a là aussi quelques diapos qui illustrent. C'est quelque chose de relativement simple, malgré les noms qui sont utilisés pour ce genre de choses. Globalement, ça consiste à intégrer directement sur des composants qui sont installés sur les sites de production de plus en plus d'éléments qui leur permettront de prendre des décisions localement, de communiquer facilement avec un niveau supérieur, d'échanger de l'information entre eux, et ceci pour éviter le plus possible les interfaces qu'on trouve en très grand nombre dans l'industrie 3.0. Et aujourd'hui, ce qui pose encore le plus de problèmes, ce sont justement toutes ces interfaces qui ne sont pas forcément simples à mettre en place. Donc vous avez sur le schéma une synthèse de tout ça. L'intégration des capteurs intelligents. Capteur intelligent veut dire qu'on va intégrer une certaine intelligence dans ces composants-là, de telle sorte à ce qu'ils soient capables de prendre des décisions en local, sans forcément remonter tout en haut sur les automates. On va bien évidemment intégrer des processeurs, de la mémoire, pour que tout ça puisse fonctionner. Et puis, bien évidemment, ça ne servirait pas à grand-chose si on n'était pas capable de générer des mouvements de façon très simple et de les contrôler de façon efficace. Et derrière tout ça, comme il y a mouvement, il y a aussi de l'énergie à gérer, il y a aussi de la maintenance. Et donc, tous ces systèmes cyberphysiques vont nous conduire à intégrer des couches logicielles qui permettront de faire du diagnostic, de communiquer, de faire beaucoup de choses qui faciliteront l'intégration de ces composants dans les usines. Alors, attendez, parce que là, voilà, vous aviez d'autres... Oui, c'est ce qui est représenté ici. Sur la partie droite pour vous, vous avez le composant de base tout à fait, qu'on trouve beaucoup à l'heure actuelle. Il est capable de générer des mouvements. On lance un mouvement, par exemple, de façon très simple, sans forcément contrôler dans le détail. La deuxième étape, on intègre des capteurs de plus en plus sophistiqués qui vont nous permettre de faire de la régulation, donc de contrôler en même temps que le mouvement s'effectue où on se trouve et de corriger au fil de l'eau le déplacement.
Et puis la troisième étape, c'est d'intégrer sur ces mêmes solutions une couche, des couches logicielles qui permettront de communiquer facilement entre eux ou avec des systèmes de niveau supérieur, ou de remonter des informations dans ce qu'on appelle le cloud. Décidément, oui, on n'est pas synchrone avec la régie. Alors ça, c'est une autre image pour faire le distinguo entre l'industrie 3.0 et 4.0. Donc vous avez sur la partie gauche de l'écran l'industrie 3.0 avec différents éléments qui permettent de faire fonctionner des applications. Donc on retrouve les automates, on retrouve, alors pour nous, des systèmes électro-pneumatiques, on retrouve la nécessité de communiquer vers le RP ou vers les MES. Et puis donc l'industrie 4.0, on va encapsuler un certain nombre d'éléments de telle sorte à ce que déjà beaucoup de décisions puissent être prises localement. Alors, l'industrie 4.0, chez nous, en Allemagne en particulier, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas qu'un concept. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. En particulier ici, c'est une application pour des laboratoires où vous avez sur cette table des postes qui vont pouvoir se déplacer, qui vont pouvoir échanger de l'information entre eux, de telle sorte à ce que la production soit optimisée. Donc là, on est dans l'automatisation des laboratoires et c'est déjà quelque chose de très concret. Donc, vous aussi, vous m'aviez expliqué en préparation que vous aviez déployé en interne, comme vos confrères, le concept d'usine 4.0 dans vos propres sites de production. Pouvez-vous nous faire part des premiers constats que vous avez à nous remonter aujourd'hui? Alors, je passe à la diapo suivante. Voilà. Alors les premiers constats, on commence à les avoir. Vous avez ici une usine qui vient d'être terminée, que nous venons de construire en Allemagne, à Stuttgart. Donc on continue à investir lourdement en Europe. Le coût d'investissement pour une usine telle que celle-ci, c'est de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Et la particularité de ce site, c'est qu'il a été totalement conçu Industrie 4.0, à savoir que vous avez dans la partie centrale quelque chose d'extrêmement important, qui est ce qu'on appelle le centre de formation intégré, c'est ce qui est entouré en rouge, et dans lequel on va non seulement préparer les opérateurs à travailler dans l'usine, mais c'est aussi là qu'on va utiliser les logiciels auxquels on faisait référence tout à l'heure pour simuler les productions, pour simuler les processus, avant même que les lignes ne soient totalement déployées. Et qui plus est, une fois qu'elles le seront, eh bien, c'est ce qui nous permettra d'organiser des réunions, des réunions de travail très, très régulières avec l'ensemble des opérateurs, avec l'ensemble des acteurs qui permettront à cette usine de fonctionner correctement. Donc j'intègre dans ceci tout ce qui concerne la logistique, tout ce qui concerne donc l'approvisionnement du site, tout ce qui concerne la gestion des énergies. Et tout ceci va être revu, retravaillé de façon systématique avant même de lancer les productions. Et ce site sera totalement opérationnel en septembre prochain. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement symbolique dans votre graphique, c'est la place de l'axe formation au centre de l'usine de l'entreprise de demain. Ça, je vous remercie parce qu'on ne l'avait pas préparé, extrêmement fort et important par rapport au message de la journée. Vous travaillez aussi chez Festo sur ce que l'on appelle les interfaces homme-machine et vous m'avez proposé d'illustrer quelques, alors là aussi, merci, oui. Quelques productions Festo. Alors, ce qui se passe en Allemagne, c'est que vous avez énormément de groupes de travail orientés sur de la recherche pour faire avancer ces concepts d'industrie 4.0. Donc dans celui-ci, je crois que Siemens n'y est pas, mais il y en a d'autres dans lesquels nous y sommes ensemble. Et celui-ci, c'est la conception d'une plateforme d'engineering en open source qui permettra de générer, de simuler, de concevoir, de simuler et d'aller transférer du code directement dans des composants cyberphysiques directement sur le terrain. Donc c'est un exemple très concret de ce qu'il est possible de faire. Sur la rétro suivante, vous allez voir un exemple aussi qui est important, c'est l'utilisation de tout ce qui est tablette, ordinateur, de telle sorte à ce qu'on soit capable d'apporter une aide importante à l'opérateur à travers ce qu'on appelle la réalité augmentée.
où là, on va intégrer dans ces tablettes-là un certain nombre d'informations qui permettront de façon très efficace et très conviviale de transmettre les bonnes informations et seulement les informations dont aura besoin l'opérateur pour conduire le fonctionnement de sa ligne. Alors, autre sujet, et non des moindres, parce qu'il rejoint l'axe formation que l'on a évoqué tout à l'heure, donc toutes ces magnifiques innovations, ces outils, je dirais, très prometteurs, quelque part ne serviraient à rien si personne n'était capable de les utiliser, de les paramétrer et de les appréhender. Donc vous avez, chez Festo, développé un axe fort que vous appelez Festo Didactique. Pouvez-vous nous présenter, nous préciser de quoi il s'agit? Alors Festo Didactique, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Dès le départ de la création de l'entreprise, l'une des préoccupations de nos actionnaires a été de mettre en place des formations qui permettent l'utilisation optimale de nos solutions. Donc on a toujours attaché énormément d'importance à ça et ça fait plus de, enfin pour la partie formation, ça fait plus de 60 ans que ça dure. Donc pour revenir à l'industrie 4.0, didactique, puisqu'il s'agit d'elle, s'est intéressée ou s'intéresse à la chose et intervient à différents niveaux. Intervient en formation initiale pour animer des conférences, travailler sur les contenus de formation, proposer des matériels pédagogiques qui permettent réellement de travailler industrie 4.0. Et donc là, vous avez un exemple de choses qui sont faites en partenariat avec deux autres entreprises, Elster, ça c'est compliqué à prononcer, et SAP, avec Festo. Et ce qui fait l'intérêt de ce qui a été monté avec ces entreprises-là, c'est la complémentarité à la fois de l'organisation, des technologies et des process. Donc là, ce sont des choses très, très factuelles qui existent. Et donc des formations dans ce domaine-là sont animées à relativement haut niveau et principalement avec des grands groupes qui aujourd'hui doivent faire un certain nombre de choix et qui, avant de faire ces choix, nous sollicitent pour animer ce type de formation, pour donner un vernis de compétences minimum aux personnes qui devront prendre les décisions sur les investissements à venir. Alors, petit moment entre guillemets de récréation, vous travaillez chez Festo sur ce que l'on appelle le biomimétisme. Et vous m'avez présenté une vidéo que j'ai trouvée extrêmement intéressante à présenter parce que vous avez travaillé sur des fourmis, les petites fourmis Festo. Et je vous demande de nous présenter un peu votre démarche, votre approche et en quoi ceci peut véritablement être utile par rapport au sujet usine 4.0. Alors, déjà, ça a été dit à plusieurs reprises, l'une des problématiques de l'industrie, c'est d'attirer des jeunes et de donner une autre image de l'industrie. Et donc, Festo, il y a de ça une vingtaine d'années, de travailler à fond sur l'idée qu'il existe, que toutes les meilleures solutions ont déjà été développées par la nature. Donc, il existe de nombreux scientifiques qui ont fait des études extrêmement sophistiquées sur la communication des fourmis entre elles, la communication des bancs de poissons entre eux, sur un certain nombre de formes. Tout ceci, généralement, se termine dans des tiroirs. Et bien, Festo ouvre ces tiroirs-là et donne le contenu de ces études à des ingénieurs, cette fois-ci, et on leur demande d'essayer d'imaginer comment rendre concret un certain nombre de choses qu'on a observées dans la nature. Et là, vous avez un exemple assez intéressant avec des fourmis. Niveau d'intelligence relativement limité localement, mais néanmoins existant. Et on va trouver le moyen de les faire communiquer entre elles, de les superviser à un niveau supérieur pour réussir à atteindre un objectif commun. Et ça, c'est, il me semble, une bonne image de ce qu'on pourrait donner de l'industrie 4.0. Intégration d'un grand nombre de technologies et puis des systèmes relativement autonomes capables de s'adapter à tout moment à ce qui se passe au niveau du plateau. Voilà. Merci en tous les cas, je pensais qu'il était effectivement très intéressant de nous présenter ces magnifiques petites fourmis, mais qui suscitent à la fois, j'ai presque envie de dire, crainte et admiration, parce qu'en termes de développement, c'est assez phénoménal et vertigineux. Autre sujet extrêmement important, au travers de l'expérience qui est la vôtre, est-ce que vous avez identifié des tendances en termes de création d'emplois, de besoins de compétences nouvelles qui se font jour? Ce qui est sûr, c'est que les choses bougent très vite. On l'a dit tout à l'heure, il commence à y avoir quelques formations qui traitent de l'industrie 4.0, mais l'un des points qui me semble extrêmement important par rapport à des formations plus classiques, c'est la nécessité d'avancer sur à la fois
les technologies, les process et les organisations. C'est-à-dire qu'avoir réellement des formations qui intègrent ces trois aspects-là et qui vont au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire avec quelque sorte des parcs à vaches comme on a pu les connaître jusqu'à maintenant. Donc les enjeux sont extrêmement importants. Ils le sont au niveau des jeunes, mais ils le sont aussi par rapport aux entreprises qui conçoivent les machines à l'heure actuelle. Là, je vous rejoins totalement. On a un sacré boulot à effectuer en France pour former tous les constructeurs de machines qui doivent s'approprier ces technologies pour proposer une offre qui tienne la route et qui nous permette réellement d'obtenir de très belles choses pour l'industrie 4.0. Et on fait un dernier message important que vous vouliez nous faire passer concernant l'image. Il est lié à ce que je viens de dire. Ça, c'est la position de l'industrie française par rapport à d'autres pays. Alors, c'est pas... on considère que l'industrie 4.0, pour un certain nombre de pays européens, en particulier la France, pourrait nous permettre demain d'inverser la tendance. Mais ça veut dire qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille très vite dans un certain nombre de choses. Alors pourquoi ça pourrait paraître possible ? Eh bien tout simplement parce que les coûts de main-d'œuvre augmentent très vite en Chine, que les Chinois, entre autres, sont en train d'automatiser à outrance. Et globalement, si on continue à être toujours un peu plus intelligent qu'eux, eh bien, nous pensons qu'il y a de réelles chances pour qu'on puisse redémarrer une industrie beaucoup plus forte en France. Voilà. Merci, Monsieur Tass, de cette présentation. Et je vais maintenant m'adresser à Monsieur Pascal Laurin. Donc, vous êtes responsable cross-selling Bosch France. J'ai une question toute simple à vous poser. Pouvez-vous nous présenter le groupe Bosch et nous expliquer la manière dont vous avez appréhendé et accompagné la question de l'usine du futur? Et je sais que je vais vous passer la zapette parce que vous avez une présentation qui est toute prête. C'est bon, merci. C'est tout bon. Oui, donc responsable crossing, ça ne va pas vous parler trop, c'est un terme purement interne à Bosch. Ce que je peux, donc merci de m'accorder cette parole. Ce que je demanderai à la régie, c'est de laisser les slides. On est dans une entreprise allemande, et les Allemands aiment bien les slides. Donc ce n'est pas très grave si on ne voit pas mon visage sur les écrans. Donc par rapport à l'industrie 4.0, par rapport à Bosch, il y aura deux volets au niveau de ma présentation. C'est le volet plutôt Bosch, l'industriel. Vous le verrez, Bosch est d'abord un manufacturier, un industriel, d'ailleurs en France, très représenté en France, et aussi le volet briques technologiques, puisque Bosch est aussi un acteur, un petit peu au même titre que Siemens et Festo, sur des briques technologiques. Alors, le groupe Bosch, je ne suis pas là pour vendre obligatoirement le groupe Bosch, au moins pour vous donner une vision globale. Le groupe Bosch, les chiffres clés à retenir, ça sera en 2015 300 000 personnes, puisqu'il y a eu un rachat global de la partie électroménager, c'était une JV avec Siemens. Donc Bosch a repris la totalité des parts, donc l'ensemble de Bosch électroménager, plus en France c'est important, puisqu'il y a aussi ZF-LS, qui était une JV entre Bosch et ZF, la partie direction électrique, qui était reprise à 100% par Bosch. Et vous savez qu'en Rhône-Alpes, il y a le site de Marigné, et il y a aussi un site à Vendôme, donc qui est représentatif pour le marché français. Donc en quelques chiffres, c'est 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 300 000 personnes. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le nombre de brevets, donc c'est l'innovation, et ça je pense que l'industrie 4.0, c'est l'innovation, c'est 20 brevets par jour qui sont déposés par Bosch. On n'est pas les numéros 1, on doit être 4 ou 5e au niveau mondial. C'est beaucoup les Coréens aujourd'hui, beaucoup les Japonais, les Chinois, qui déposent pas mal de brevets, mais on est quand même bien positionné, on reste. Et après, ce qu'il faut retenir, c'est une fondation, donc ça l'intérêt d'avoir une visibilité très très long terme et de ne pas avoir l'impression d'un actionnaire. Donc Bosch n'est pas coté en bourse. Et ce que l'on tient particulièrement, ce qui n'est pas la rigueur en évidence sur le slide, c'est 264 usines dans le monde. Donc on est un manufacturier. On n'est pas un virtuel, même si on parle d'industrie 4.0. J'ai aucune critique vis-à-vis de Google, qui est capitalisation plus important que Bosch. Mais on est vraiment un manufacturier. On a des usines, on a des ouvriers, on a des hommes, on a des ingénieurs, des cadres et des machines. Et ça, c'est important sur le sujet industrie 4.0 pour Bosch. En France, très implanté, et on souhaite, là je suis le porte-parole de Guy Mogis, président Bosch France, il l'est déjà, mais être un acteur au niveau du marché français, et pour Bosch France, c'est une bataille quotidienne pour conserver les usines sur le marché français.
puisque bien sûr il y a une compétition internationale et l'industrie 4.0 est un enjeu bien sûr pour la France, mais pour Bosch France de garder ses compétitivités au niveau des sites de production, et notamment j'en ai un excellent benchmark qui est l'usine de Rodez, qui est près de 2000 personnes, qui est dans l'Aveyron, qui a remporté des marchés par rapport à ses concurrents tchèques ou donc les sites Bosch, tchèques ou allemands, parce qu'ils ont su basculer, se battre par rapport à des solutions industrie 4.0. Et donc c'est intéressant en termes de benchmark. Donc voilà la présentation Bosch en France. C'est le premier employeur allemand en France, donc très implanté, et on souhaite le rester. Les quatre secteurs d'activité, très rapidement, donc la partie automobile qui représente bien sûr la majeure partie du chiffre d'affaires, les techniques industrielles, les techniques dans les énergies et le bâtiment, et la partie biens de consommation, principalement l'électroménager et l'outillage portatif. Je passe très rapidement. Bon, présent dans votre quotidien, dans l'habitat, la mobilité, bien sûr, les services et l'industrie, et le mot d'ordre de Bosch, la vision, et ça on va attaquer maintenant le sujet vraiment industrie 4.0, c'est la connectivité. Un chiffre important, Bosch, c'est près de 3 millions de MEMS, donc de capteurs électromécaniques, fabriqués par jour. Voilà, c'est pas par mois, par semaine, c'est par jour. Un smartphone sur 2 est équipé d'un capteur Bosch. Donc la connectivité, le numérique est très important pour le groupe Bosch. On n'a pas trop cette image-là, mais c'est une réalité. Et donc pour Bosch, la connectivité, c'est le médical, le smart home, le smart building, ou la smart city, le smart car, donc le véhicule intelligent, la smart énergie. Donc j'ai entendu parler sur cette présentation sur la partie énergétique qui est un élément important, et la smart industrie, donc l'industrie 4.0. Alors, voilà le focus d'aujourd'hui, même si un peu tout est lié. On parlait d'une ville connectée avec son usine à côté, et Bosch est complètement fervent par rapport à ce genre de choses. Mais par rapport à l'industrie 4.0, c'est beaucoup d'enjeux, des nouveaux process industriels, on en a parlé, et des nouveaux modèles économiques par rapport à la customisation, par rapport au numérique, par rapport à l'attente du client, par rapport à détecter au niveau des marketing aussi. Ça change beaucoup de choses l'industrie 4.0. On est capable d'identifier avec de la data les besoins du client pour adapter le produit, donc ça impacte complètement les usines. Donc le Smart Industry, vous connaissez ce slide, c'est simplement pour réagir sur le côté révolution ou évolution. Et je dirais pas c'est la position de Bosch, mais c'est un peu ma position personnelle. Ce n'est pas une révolution pour Bosch, c'est plutôt une évolution, puisqu'on ne va pas raser toutes les usines pour en faire des usines du futur toutes robotisées, mais on va en créer des nouvelles, bien sûr très orientées vers le numérique, mais on va surtout adapter les usines. Et je pense que j'entendais les PME n'ont pas des capacités d'innovation, on va dire pas d'innovation, d'investissement. Avec l'industrie 4.0, on est en mesure de faire des choses d'une façon très très simple, avec du RFID, avec des écrans tactiles, avec plein de choses, avec des interfaces machines. Donc on peut parfaitement adapter une usine actuelle en industrie 4.0. Alors pour Bosch, voilà, clairement le message à retenir par rapport aux 264 usines, et ça je pense que c'est un message pour tous les industriels ici ou tous les gens qui sont dans le côté usine, c'est rester dans la course, tout simplement. Une entreprise qui ne va pas vers l'usine connectée, qui ne va pas vers cette évolution, eh bien, va perdre pied, et va perdre sa compétitivité, et donc va perdre du business, donc des affaires. Donc clairement pour Bosch, c'est rester dans la course en termes de flexibilité, profitabilité et compétitivité. Alors pour nous, un slide qui représente un peu la vision. Tout d'abord, c'est les hommes. Excusez-moi. Je ne suis pas habitué d'avoir un conseil régional, c'est pour ça. Donc l'élément important, c'est bien sûr les hommes, et ça c'est un sujet à débattre. On a plutôt l'habitude de voir la robotique comme quoi un élément destructeur d'emplois, ce qui n'est pas du tout le cas, notamment avec tout ce qui est robot collaboratif. Donc les hommes au centre, et un élément au niveau de l'entreprise Bosch, c'est que l'industrie 4.0 n'arrive pas obligatoirement en top-down, mais arrive du terrain, et on a fait énormément de groupes de travail au niveau des usines pour avoir les idées des opérateurs, tout simplement. Parce que les idées qui viennent au niveau des opérateurs, des ouvriers, des cadres intermédiaires, et qui sont des excellentes solutions pour des gains de productivité grâce à l'industrie 4.0. Donc les hommes au centre, après qui gravitent classiquement dans un supply chain, donc material flow, la partie production, donc la robotisation, les machines, mais bien sûr la partie usine en globalité, qui va de la cantine au niveau de la connectivité jusqu'à la gestion de l'énergie.
les flux des personnes, etc. Et jusqu'à la partie produit, j'en évoquais, où on va intégrer une puce RFID sur un produit, permettant de le suivre du sous-traitant jusqu'au client final, en passant bien sûr pour la partie production, pour la partie qualité, la partie suivi des défauts, etc. Et quand ça va au consommateur final, par rapport à voir son expérience, sa database, etc. Donc le positionnement Bosch a aussi, petit focus rapide, et assez particulier, alors c'est aussi le cas je pense pour Siemens, mais assez particulier, on y tient, on élabore aussi un fabricant de briques technologiques. Donc on a des produits, Rexroth qui est un confrère à Siemens et à Festo, dans le domaine hydraulique, du contrôle commande, dans le domaine de l'actionneur. Aussi une entité qui s'appelle Bosch Packaging, donc qui fait des machines d'emballage et de process. Une autre entité qui s'appelle Bosch Software Innovation, donc c'est plutôt dans le domaine du soft. Une autre entité qui s'appelle Atmo, donc là c'est plus un intégrateur, etc., etc. Et ça, ces entités de division Bosch qui proposent des briques technologiques en interne du groupe, parce que vous imaginez bien que 264 usines, c'est un gros client interne, mais aussi bien sûr à l'extérieur. Et on a je dirais la chance, et je répète, on est fiers, on a un manufacturier, on est aussi un utilisateur, donc on essaie de capitaliser sur cette expérience. Avec nos 264 usines, on fabrique des produits, on est un utilisateur de machines, et donc on a des excellents retours internes. Et on essaie de trouver un cercle vertueux, de créer des briques technologiques, de les utiliser pour nos usines, et après de faire un retour en termes de choses à améliorer ou d'idées à avoir par rapport à ça. Donc voilà, donc le positionnement Bosch, c'est par rapport à tout ça, c'est bien sûr un enjeu pour les sites de production. Comme je vous l'ai évoqué, c'est garder sa compétitivité. Si j'aurai un message, c'est celui-ci, garder sa compétitivité pour être dans la course mondiale. Et on crée beaucoup de use cases, donc de best practice, de cas d'application. Et c'est des briques technologiques en termes d'offres produits et solutions. Et on essaie de trouver, c'est compliqué, mais on essaie de trouver des synergies entre les deux pour vraiment proposer une usine connectée à la fois à nos clients et aussi au niveau de nos sites industriels. Donc bon, rapidement, parce que je ne suis pas là pour être le VRP de division Bosch, mais aussi Bosch, donc c'est des produits typiquement donc dans la partie automation avec du contrôle commande, des drives, des actionneurs intelligents avec des IP, etc. C'est des produits type Bosch Software. Donc là, c'est plutôt dans le soft, au niveau des M2M. Donc par exemple, par rapport à des maintenances prédictives qui peut être intéressant pour l'industrie 4.0. Hop, je vais revenir un peu en arrière. C'est de la robotique. Par exemple, eh bien, vous avez des robots qui sont intégrés sur nos sites français, notamment à Rodez et à Moulins. Donc plutôt dans la robotique collaborative, donc des systèmes qui peuvent travailler avec l'homme sans des problématiques de barrières immatérielles, de grillage comme on voit au niveau de la robotique, ce qui permet, on va dire, de la flexibilité très très importante. Et des cas pratiques, donc ce sera avec plaisir de les partager avec vous, donc sur des sites notamment en Allemagne, qui est un site un peu benchmark par rapport à l'industrie 4.0, pour apporter de la flexibilité. Exactement, par exemple, de la RFID énormément implantée sur le site de Rodez, qui leur a permis vraiment de gagner de la compétitivité et de gagner des marchés, notamment chez BMW, et d'avoir des forts taux de croissance en 2014. D'autres cas vraiment très très simples, et ça je pense que ça peut être appliqué dans n'importe quelle entreprise ou PME, des systèmes de pocket qui permettent de communiquer avec la machine, qui permettent de faire appel au service maintenance quand la machine a un problème, qui permettent de savoir en instantané le taux de la production de l'usine, de la machine, etc. Donc des choses très simples qui ont été déployées. Un autre cas qui est hors Bosch sur un équipementier français, qui a permis clairement d'identifier, d'augmenter les gains de productivité, parce que c'est l'objectif. Voilà quelques exemples. Je vois que le temps tourne. Sachez que Bosch est aussi pour l'extérieur a créé un livre blanc, un peu au même titre que le Gimelec, donc qui est un livre blanc permettant d'échanger un peu sur notre raisonnement. Donc c'est simplement le raisonnement Bosch, il a le mérite d'exister, mais on est complètement ouvert et serait heureux de le partager. Et aussi un catalogue produits ou solutions, donc ce n'est pas des produits étagères, mais des solutions sur lesquelles Bosch travaille. Comme je l'évoquais, on a beaucoup travaillé dans le faire en sorte que ce soit
la base au niveau du terrain qui remonte des idées, et ces idées sont mises dans un catalogue qui permettent, en interne au niveau de nos usines, d'être une banque de données pour pouvoir déployer l'industrie 4.0 sur les 264 sites de production, mais aussi d'être ouvert vers l'extérieur et pour être utilisé par rapport à d'autres clients hors groupe Bosch. Voilà ce que je souhaitais comme message, donc c'est un peu un monologue, je suis désolé. Voilà un petit peu le sujet au niveau du groupe Bosch par rapport à l'implémentation de l'industrie 4.0. Merci, c'était effectivement rapide et efficace. Bon. Je vais reprendre ma zapette. Oui. Monsieur Pellerin, François Pellerin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui parce que jusqu'à hier soir, très tard, votre venue Ça a était bien plus failli que ne pas compromise. se faire. Oui, à cause de la grève des contrôleurs aériens, mais vous êtes là et c'est tant mieux parce que le sujet que vous allez nous présenter était, je trouvais, extrêmement intéressant parce qu'il nous permettait de comprendre, j'ai oublié de vous présenter, d'ailleurs vous êtes directeur du projet Usine du Futur en région Aquitaine, et ce qui me semblait extrêmement intéressant à présenter, je dirais, à cette noble assemblée, c'était la démarche que vous aviez justement mise en place au sein de la région Aquitaine pour accompagner les entreprises de votre territoire sur l'appropriation et la mise en œuvre de cette démarche. Donc, pouvez-vous nous présenter ce que vous avez fait, votre démarche? Tout à fait. Donc, j'ai juste une planche. D'abord, je voudrais compléter un petit peu ma présentation en disant que je ne suis pas un permanent du conseil régional, mais que j'ai été embauché pour cette mission de directeur du projet Usine du Futur. Pour la raison pour laquelle j'ai été embauché là-dessus, c'est que moi j'ai un passé d'industriel. J'ai passé 20 ans de ma vie à Turboméca, dans le groupe Safran, qui fabrique des moteurs d'hélicoptères, des turbines à gaz, où j'ai fait de la R&D d'abord, et puis où j'ai dirigé le principal établissement de Turboméca, et où on avait un projet qui n'était pas encore Industrie 4.0, mais de rénovation complète du site. C'est à ce titre-là que j'ai rencontré Alain Rousset, et qu'on a partagé ensuite là-dessus. Donc, peut-être un mot aussi sur la jeunesse du projet Usine du Futur, parce que c'est un peu une coproduction entre l'État et les régions, on va dire. Il y avait dès la sortie du rapport Gallois, vous vous souvenez peut-être en novembre 2012 sur le rapport Gallois, puis les mesures du gouvernement, le CICE et le plan de productivité hors coût, à côté du travail sur le coût du travail. Et la réaction d'Alain Rousset, qui est à la fois président de la région Aquitaine et de l'Association des régions de France, ça a été de dire, tout ça c'est très bien, mais on ne voit rien sur la productivité. Il y a plein de choses sur le coût du travail, plein de choses, des allègements de charges et autres, et rien sur la productivité. Et donc, parce que, si vous me passez la planche, je ne sais pas si on le voit très bien, mais vous voyez un espèce de cercle vicieux où l'investissement insuffisant en haut génère des gains de productivité limités qui eux-mêmes ne permettent pas aux marges d'augmenter, etc. Ça peut continuer longtemps, quoi. Donc en fait, vu du point de la région, vu du terrain, si vous voulez, c'était vraiment casser ce cercle vicieux. J'aurais pu présenter le cercle vertueux, vers lequel on tend, mais j'ai présenté le cercle vicieux. Vous voyez l'idée, c'est en aidant massivement l'industrie et les PME et les ETI à réinvestir, eh bien on va redonner des gains de productivité, on va redonner des marges et la machine sera, on l'espère, repartie. Donc voilà le contexte un petit peu de tout ça. Et alors en fait, cette réflexion a rencontré la réflexion qu'avait le ministère de l'économie, du redressement productif à l'époque, sur les plans industriels. Et en fait, il y a un 34e plan qui a été ajouté qui comprend à la fois les problématiques régionales, ETI, PME, mais aussi des projets de grands groupes. Voilà comment tout ça a démarré. Alors pour nous concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accompagner des PME. Donc on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon de collectivité un appel à manifestation d'intérêt. Ça veut dire ceux qui sont intéressés, levez le doigt. Et ensuite on a choisi parmi les entreprises candidates 110 boîtes l'année dernière. Et on en sélectionne en ce moment 100 de plus. C'est pour ça que j'ai mis 200. Et ces boîtes, on les prend au niveau où elles sont. C'est pour ça que j'ai mis Usine du Futur. Dans notre esprit, c'est
Ça commence par la relance de l'investissement industriel et on prend les boîtes dans l'état où elles sont aujourd'hui. Elles sont à 2,5, allez. Elles ont toute l'électricité, ça va, merci pour elles. Mais par contre, au niveau automatisation, et en particulier en région Aquitaine, on n'a pas de grande série, on n'a pas d'industrie de grande série en Aquitaine. Très peu automatisées, donc elles sont à 2,5. Donc pour les emmener à 4, il y a un peu de boulot. Et l'usine du futur, pour nous, c'est un processus, un plan, un programme qui permet d'emmener les boîtes de là où elles sont jusqu'à Industrie 4.0. Et donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comment on fait? On commence par faire un diagnostic. Alors, on a sélectionné un cabinet de conseil. On commence par le B.A.B.A. Hein. On est à 2.5, je vous rappelle. Donc, on commence par regarder quel est l'état du parc de machines. C'est l'outil de production. Comment est organisée la boîte? Est-ce qu'elle fait de la production maigre, du lean ou pas? Quel système d'amélioration continue dans l'entreprise? Et troisièmement, et j'insiste là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'homme dans l'usine, c'est-à-dire tout ce qui fait que les hommes sont efficaces parce qu'ils sont bien dans leur environnement et dans leur travail. Je m'arrête un instant là-dessus. Savez-vous que quand on fait des enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que à peu près 20% des salariés sont engagés, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils sourient et ils foncent au boulot et ils sont productifs à 120%. Environ 60% sont désengagés, ils vont aller au boulot pour toucher la paye, quoi. Bon, je ne sais pas quel est le rendement, mais on n'est pas à 5%. Hein. Et 20% sont activement désengagés. C'est tout juste s'ils ne foutent pas des bombes dans la boîte parce que tellement ils sont démotivés. Alors, on voit bien que si on se contente d'investir dans l'outil de production en espérant faire des gains de productivité, sans faire en sorte que les salariés retrouvent leur motivation au travail, on n'est pas bien. Et l'engagement des salariés, ça passe par la qualité du management, essentiellement. Ça passe par le travail en équipe avec la base, des groupes d'amélioration continue avec la base, pour retrouver du sens. Ça va mieux en le disant. Donc, dans notre paysage, tous ces aspects de management, on va dire, pour le résumer, comment faire en sorte que les salariés soient efficaces parce qu'ils se parlent bien entre eux et qu'ils parlent bien avec leur chef, si vous voulez, pour faire simple. C'est un aspect essentiel. Donc on analyse les boîtes sur ce critère. Les boîtes n'ont pas le choix, hein. C'est nous qui avons fixé le cadre et elles l'acceptent d'ailleurs volontiers et elles sont contentes. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter un instant parce qu'il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue effectivement, mais ce qui me semblait être intéressant à présenter, c'était justement cette phase de pré-diagnostic, cette phase de diagnostic, les constats que vous aviez, je dirais, commencé à capitaliser aujourd'hui, et nous partager ces constats, parce que j'avais des questions que je pose assez classiquement. Est-ce que vous avez des questions qui nous intéressent directement? Est-ce que vous avez repéré des emplois en émergence, des emplois qui, par exemple, sont en réduction, sont en glissement, doivent être accompagnés? Est-ce qu'il y a des compétences nouvelles qui, là aussi, ont besoin d'accompagnement? Donc, quel est votre regard sur ces sujets? Alors, d'abord, on n'a pas terminé la première vague des 110 boîtes. On est à 90 diagnostics à peu près, et tous ne sont pas remontés. On n'a pas encore une vision complètement consolidée, mais on s'est quand même un peu précipité sur les tendances. Donc, 100 boîtes en Aquitaine, c'est pas du tout négligeable, hein. On n'est pas au niveau national. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les boîtes sont à 2,5 en termes de techno, quoi, en moyenne. Les ETI sont plus hautes en général, hein. Beaucoup d'ETI sont au-dessus, mais la PME standard en Aquitaine, c'est 20 salariés, 30 salariés, quoi. C'est petit, entre 20 et 50. Globalement, le management dans ces boîtes-là ne va pas si mal, parce que c'est la taille qui fait beaucoup, hein. Dans une grande boîte, ça peut devenir plus compliqué, les relations de travail, etc. En tout cas, dans celles que j'ai connues. Mais dans une petite boîte, le patron est très proche de ses troupes, donc c'est plus facile. En termes d'organisation industrielle, il y a à peu près tout à faire, c'est-à-dire que les 3/4 des boîtes, vous savez que le Lean a eu 2 périodes.
on va dire, et la période des années 90. Le Lean, c'est la méthode Toyota de production maigre, de réduction des gaspillages. Il y a eu deux étapes dans le Lean. Il y a une étape où le Lean a été déployé dans les années 90 à la française, c'est-à-dire où le chef a décidé qu'on allait éduquer le peuple. Et donc ça a foiré, bien sûr, c'était sûr. C'est pas du tout la méthode de Toyota, hein, je vous rassure. La méthode de Toyota, c'est vraiment des équipes d'amélioration continue qui travaillent de façon collective. Donc il y a eu cette période, et puis donc le Lean depuis se traîne une réputation épouvantable d'ailleurs, qu'il faut combattre tous les jours, parce qu'il y a des bons principes dans le Lean, rien que le principe de l'amélioration continue qui porte, qui est incontournable. Mais il y a une deuxième période du Lean où on s'est rendu compte qu'on avait fait n'importe quoi, et où maintenant on essaye de vraiment faire prendre en compte par les opérateurs, hein, vous en parliez, faire prendre en compte par les opérateurs l'amélioration continue sur le terrain. Et à ce moment-là, ça se met à marcher. Donc, beaucoup de boîtes ont pu faire du Lean, pas forcément les toutes petites, hein, mais beaucoup de boîtes ont pu faire du Lean, mais elles ont abandonné, puis là, elles voient que le Lean, ça peut être autre chose. Le cabinet qu'on a retenu est très sensible à ces affaires d'aspect humain dans le Lean. Autrement dit, pour faire simple, le Lean, ça n'est pas un chronomètre pour mesurer le temps de chaque opération de l'opérateur. C'est plus un chronomètre pour mesurer les temps d'attente. Je vous le fais simple, hein, pour que vous compreniez. Il ne s'agit pas d'avoir des TMS, parce que le Lean générait des TMS, parce qu'on chronométrait les ouvriers pour qu'ils aillent plus vite, quoi. Voilà, j'ai un peu perdu mon fil. Alors, mais je vais vous reposer une question pour vous relancer. Je reviens sur la question des pré-diagnostics et des diagnostics. Donc, vous parlez de petites boîtes. Effectivement, on peut comprendre qu'en région aquitaine, il y a des structures, c'est plutôt donc des PME, voire des très petites entreprises, des TPE. Prenons l'exemple, comme une entreprise qui souhaite effectivement évoluer vers le 4.0, elle veut mettre en place de la fabrication additive. Comment concrètement vous l'accompagnez? Alors, donc, on fait un bilan sur ces trois axes-là qu'on peut peut-être repasser, l'outil de production, l'organisation industrielle, les aspects humains. Et à la suite de ça, on a un plan d'action. On ne s'arrête pas là, hein, parce que si on s'arrête là, on a tout foiré. On a un plan d'action, et ce plan d'action, il faut le suivre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un plan d'action qui peut comprendre l'investissement dans des machines, du conseil, de la formation, de l'aide à l'embauche, etc. On a mis en face de chaque boîte un référent du conseil régional ou de l'agence de développement local. Donc chaque boîte a un interlocuteur qui est là pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire j'ai un plan d'action fait avec le consultant, maintenant comment je fais, vous financez quoi? Voilà, donc ça c'est un point très important. On est dans la première marche là, on est pour aller vers 3.0 quoi, si vous voulez. Mais on n'est pas encore à 4.0. Et donc c'est pour ça que sur le moyen terme, c'est mon point suivant, on est en train de préparer, sur la mode d'ailleurs, on s'inspire des bonnes pratiques en Rhône-Alpes par exemple, où il y a des parcours sur le numérique ou sur la fabrication additive par exemple. Il y a aussi des choses intéressantes qui se font en Ile-de-France sur la robotique. Alors il y a RoboStat PME, mais il y a aussi, ils sont en train de mettre en place un prêt de robots. Ça c'est innovant, c'est-à-dire il s'agit de prêter pour goûter. Donc en s'inspirant de ces parcours, on va mettre en place des parcours justement sur les trois tendances qui sortent du diagnostic, c'est robotique, fabrication additive, numérique. Et donc on va dire aux boîtes qui veulent s'inscrire dans ces parcours de le faire. Et donc on va les accompagner. Ça peut passer par un nouveau diagnostic, par d'autres cabinets de consultants qui ont d'autres compétences et où on attend nos amis des fédérations professionnelles parce qu'on a besoin de leur aide pour aller faire cette étape de plus. Tout à l'heure, Jean-Michel Taz, dans votre dernière diapositive, vous nous parlez effectivement de l'opportunité qu'il nous fallait saisir, je dirais nous, parce qu'on est tous mobilisés et concernés par la question de la réindustrialisation de la France. Et l'usine 4.0 est vraiment une opportunité formidable qui va à la fois jouer sur l'économie, c'est-à-dire l'émergence de nouveaux marchés pour les entreprises, mais aussi sur l'image de l'industrie. Parce que l'image est extrêmement importante pour réattirer du public, réattirer des investisseurs, etc. La question de l'image m'amène tout de suite à une autre question, la question des démonstrateurs. Elle est très importante dans le cadre de l'usine du futur et sur d'autres sujets, et je sais qu'en région Aquitaine, il n'y a pas encore de démonstrateurs, mais vous y réfléchissez très fortement, de ce que j'ai compris.
Oui, bien sûr, comme toutes les régions, je dirais. Donc, on va susciter des projets, ce qu'on appelle de la recherche collaborative à la mode européenne, si vous voulez, mais qui peuvent être à la mode nationale, comme celle qui est déployée dans les pôles de compétitivité, par exemple. Donc, il s'agit de mettre des centres techniques, des PME et des grands groupes. Là, les grands groupes ne sont plus exclus, pour le coup. On considère que dans la première phrase, les grands groupes n'ont pas besoin de nous. Elles ont les marges, elles ont le savoir-faire, et donc les grands groupes, ils peuvent aller tout seuls, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, hein, vers Industrie 4.0. Par contre, ils sont utiles en termes de... Ils ont un niveau technologique qui permet de tirer le tissu. Et puis il y a les logiques de filière, grands groupes sous-traitants, etc. Donc on va promouvoir des projets de recherche collaborative à la fois technologiques. Je ne m'arrêterai pas parce qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui, mais je voudrais m'arrêter toujours pareil, sur les projets organisationnels et sociaux. Il y avait, il y a quelques jours, une conférence à Paris qui s'appelait « Le travail dans l'usine du futur ». Sujet intéressant. Organisée par l'ENS Cachan, et dont l'objectif peu caché, c'est de créer un réseau de recherche sur le sujet. Je vous signale que le CNRS a lancé aussi un espèce d'AMI, appel à manifestation d'intérêt auprès des labos, en disant les labos qui veulent travailler sur l'usine du futur, le travail dans l'usine du futur en général et aussi le travail, eh bien, levez le doigt. Hein, on n'est donc plus là dans la technologie, les labos de sciences dures, mais on est dans les sciences humaines et sociales. On s'adresse aux économistes, aux sociologues, etc. Et j'espère bien qu'à la suite de cette conférence, il y a un réseau de recherche qui va se construire en France sur le sujet du travail dans l'usine du futur. Hein, c'est une de nos spécificités, donc il faut plier dessus. Je voulais faire une incidente là. Là où on peut être meilleur que les Chinois, c'est là-dessus. Et ils vont, au niveau technologique, ils vont aller vite. Mais ils sont tellement dans la technologie à fond les ballons qu'ils ne voient plus forcément aussi bien les autres aspects. On peut regagner de la productivité, de la compétitivité en regardant le travail dans l'usine du futur. Moi, je rêve de dépasser le lead. C'est très simple. Le lean, c'est quoi? Le lean, c'est le travail sur des gaspillages qui affectent la valeur pour le client. Comme vous savez tous ceux qui ont entendu le mot RSE, vous savez qu'il n'y a pas qu'une seule partie prenante. Il n'y a pas que le client. Dans l'entreprise, il y a aussi les salariés, les fournisseurs et les territoires. Et plutôt que de travailler uniquement sur la réduction de quelques gaspillages, essentiellement de flux, ça serait intéressant d'essayer de travailler sur la valeur organisationnelle, la fluidité des relations de travail, le collectif, etc. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. On est vraiment à l'opposé des sciences dures, j'en suis bien conscient, et ça rend la tâche compliquée. Mais moi, je rêve que le nouveau modèle organisationnel du XXIe siècle ne soit plus japonais, mais français. Très bien. Merci, Monsieur Pellerin. Et je ne sais pas effectivement si notre colloque déclenchera un axe de recherche national, mais en tous les cas, si nous pouvons contribuer, ce sera avec plaisir. On va passer maintenant à la question des questions SMS. Alors, questions SMS, je les ai reçues et j'en reçois sur mon téléphone. Donc, je vais vous les lire et celui qui se sent le plus à même d'y répondre, prenez la parole. Donc, première question. Le passage en 4.0 génère un gain de productivité moyen de quel ordre de grandeur? Et sur quelle entité? Est-ce qu'on peut parler plus spécifiquement de maintenance, de production ou d'autres secteurs? Qui se sent à même de répondre à cette question? Donc, est-ce qu'on a une idée des gains de productivité attendus aujourd'hui? Si je peux me permettre, je vous en prie. Par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, les gains de productivité peuvent être de quelques pourcents à des gains de l'ordre de 30-40%. Et le spectre est vraiment tout azimut, c'est-à-dire c'est dans la machine, c'est dans la gestion de l'homme, par exemple. C'est vraiment l'industrie 4.0 est vraiment le spectre est vraiment très 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 large. Et comme j'évoquais en termes de marketing aussi, parce que je suis au côté business développement, c'est l'industrie 4.0 peut apporter de la flexibilité pour réagir très très vite par rapport à la customisation. Et ça, c'est de la productivité. C'était un exemple qui a été donné, je crois, pour les cuisines Schmitt tout à l'heure. Exact. Et le soft de Siemens, etc., peut apporter plein de choses par rapport à ça. Donc je pense qu'il n'y a pas... C'est de la gain de productivité, c'est sûr. Après, vous dire combien, c'est un peu compliqué, mais clairement, c'est ça. Donc, gain de productivité certain.
On retient déjà cette réponse. Autre question. Quel levier faut-il actionner pour rendre l'industrie 4.0 attractive en termes d'emploi? Comment attirer les jeunes en phase d'orientation et les adultes en reconversion? On joue sur l'image, ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais effectivement, comment attirer les jeunes, par exemple? Pesto, je pense. La première réponse, déjà, c'est de donner une autre image de l'industrie, que celle que l'on... Quoi que ça soit, c'est en train d'évoluer à l'heure actuelle, quoi. On reparle de création de postes, on parle un peu moins de fermeture de sites, donc c'est un peu plus positif. Mais ça passe par là, ça passe par attirer beaucoup plus de jeunes vers les filiales techniques. Aujourd'hui, c'est un gros problème parce que la plupart des filiales ont du mal à être complètes chaque année. Donc le point de départ, il est là, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, on a pris l'orientation d'essayer d'associer innovation et image de telle sorte à faire avancer les choses. À faire avancer les choses. Juste une remarque, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage qui est fait tous les ans par l'ENSAM auprès des jeunes, et l'image de l'industrie commence à bouger, en bien. En bien. Alors, faut continuer à pousser. Parce qu'évidemment, si aucun jeune ne veut venir travailler dans l'industrie, on ne va pas être très bien, quoi. Je pense que tout ce plan, Usine du futur, participe à la dynamique autour de ça. Voilà, il faut continuer. Les jeunes, c'est une chose, mais on a aussi beaucoup de clients en France, particulièrement. Et à chaque fois que je rencontre des chefs d'entreprise, tous me disent avoir des difficultés pour recruter des techniciens. Donc c'est qu'à la base, on a un souci pour aussi montrer aux adultes qui seraient en capacité de travailler dans ces entreprises qu'il y a des choses à faire dans toutes ces entreprises et qu'il y a surtout du travail. C'est très clair. Ce sujet ne concerne évidemment pas que les jeunes. Et merci pour ce message pour les techniciens. Alors, autre sujet, pareil, il m'a été formulé par rapport à l'entrée jeune, mais je pense qu'on peut totalement l'élargir. Est-ce qu'il est nécessaire de posséder des compétences particulières pour travailler demain dans les usines du futur? Question très vaste, très large. Je dirais, moi je suis né sans téléphone et je me suis adapté avec un téléphone. Maintenant on ne peut pas s'en passer, donc je pense que ce serait un peu la même image, si on peut être une image. Je pense pas qu'il y ait une compétence particulière. Et le fait, donc je vais en parler un peu de Bosch, le fait justement de faire travailler de faire des projets du terrain par les opérateurs, fait en sorte qu'ils vont s'approprier le sujet, vont apporter les idées. Et je dirais que dans le monde du numérique, le monde du virtuel, on a une chance, c'est que c'est une technologie qui vient aussi de l'Internet. Donc tout opérateur a un outil Internet chez lui, a maintenant un smartphone. Donc l'avoir dans son quotidien après au niveau de l'usine, je pense que ça sera beaucoup plus facile que la robotique notamment qui était un petit peu plus abstrait. Voilà, c'est un avis. Autre question, est-ce que les formations initiales déployées aujourd'hui, mises en œuvre aujourd'hui, sont adaptées aux besoins des entreprises de demain? Ou autrement, les entreprises dites du futur? Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà des formations Industrie 4.0 et que les entreprises ne sont pas aujourd'hui en recherche de compétences de ce type-là. Donc il est urgent de mettre les entreprises à niveau pour qu'elles puissent recruter ces jeunes. Donc vous nous dites l'inverse. Absolument. Il commence à y avoir des jeunes de prêt, le système éducatif est prêt, et c'est l'entreprise qui... C'est l'entreprise maintenant qui doit s'y mettre. Et juste une remarque par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la reprise de l'investissement, c'est une incidente, hein, la reprise de l'investissement. Il ne faut pas que la reprise de l'investissement, et c'est tout l'enjeu du travail que vous allez faire, se traduise par un déficit de la balance commerciale monstrueux, parce qu'on va aller acheter toutes nos machines en Allemagne. Donc, c'est pour... En Allemagne. Oui, en Allemagne et ailleurs. Là, disons que l'industrie allemande dans ce domaine est assez forte. Donc, c'est un des enjeux. Il ne s'agit pas juste de faire cocorico et de faire français-français. Il s'agit aussi de faire en sorte que notre balance commerciale ne se dégrade pas. Et avec les incitations fiscales du gouvernement, avec le plan usine du futur, etc., là, les boîtes, elles vont y aller. Hein. Donc, le déficit, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que vous serez capable de répondre ? En fait, l'objectif, si effectivement le projet est validé, ce qu'on espère dans les jours à venir, ce qu'on voit un petit peu poindre dans la presse aujourd'hui,
c'est de cibler environ 1000 à 2000 projets par an. Sur la première année, en tout cas, 1000 à 2000 projets. Donc oui, là, effectivement, on va avoir une carence en experts IT dédiés à l'industrie. Néanmoins, vous prenez un ingénieur IT, dans l'industrie 4.0, on va mettre du cloud, on va mettre du big data, on va mettre de la cybersécurité, on va mettre de la gestion de données. Donc on va pouvoir les faire évoluer très rapidement. La formation professionnelle, on a beaucoup entendu l'AFPA ce matin, il y a un énorme challenge. Et effectivement, il va falloir qu'on fasse monter les équipes déjà en place, qui sont sur du 2.5 dans pas mal de PME, sur du 3.0 et sur du 4.0. Et là, il y a un gros travail à faire. C'est un des éléments de cette association, le point formation. Je pense qu'il faut une rupture. Cette rupture, elle doit être de l'ensemble de la chaîne, y compris les fournisseurs. À un moment donné, pour un des points, ça va être les cursus, bien sûr, et les programmes scolaires. Ça, c'est indispensable. Et on part vraiment du bac pro jusqu'au BTS, en passant par les écoles d'ingénieurs. Et il faut réellement être en mesure de changer la manière de faire et très vite. Une des manières toutes simples, c'est vraiment d'aider l'éducation nationale. Ce que Siemens a fait au Portugal, par exemple, c'est de mettre l'intégralité de ses licences software en freeware pour l'éducation nationale au Portugal. C'est peut-être des choses qu'il faut prévoir sur la France et que les gros éditeurs de logiciels destinés à l'industrie 4.0 se disent « Allez, l'éducation nationale n'est pas une source de revenus, c'est une source de développement de l'industrie française et mettons nos logiciels en freeware. » Alors, je vois que le modèle allemand suscite beaucoup de questions. J'en ai une autre qui tourne cette fois-ci autour de la mise en œuvre de l'alternance. Est-ce que l'usine du futur va faciliter la mise en œuvre de l'alternance comme l'est aujourd'hui le modèle allemand? Sans doute, oui. Non. Quand on voit la façon dont sont structurées les usines du futur, avec des centres de formation intégrés, alors ça existait déjà par le passé, mais là, cette fois-ci, le centre de formation est directement au milieu de la fabrication. Oui, je pense que en permanence, les gens qui vont travailler dans ces usines passeront de cycles de formation à des cycles de production, et ça va se faire tout au long de la vie, et ça va devenir quelque chose de tout à fait normal et d'attendu par la plupart des techniciens qui travailleront sur ces sites. Donc là, ça va sans doute complètement changer la philosophie de l'approche de la formation tout au long de la vie. Dernière question, parce que je vois le temps qui passe. Y a-t-il un risque d'exclusion des salariés en passant de l'usine 2.5, 3.0 à 4.0 ? D'abord, ça ne va pas se faire d'un seul coup. Hein. Je en ai parlé, je vous ai expliqué, les boîtes sont à 2.5. Pour une boîte qui est à 2.5, moi, il y a plusieurs écoles. Hein. Quand on discute avec les fournisseurs, eux, ils aimeraient bien vendre leur technologie tout de suite. Donc, ils disent, il n'y a qu'à y aller direct. Moi, mon avis, c'est que, connaissant un peu le tissu aquitain, c'est qu'il y a déjà des marches à franchir. Donc, pour atteindre 4.0 et avoir besoin de profils quand même un peu différents, on a une montée en compétences, et ça, on le vit depuis des années. Vous vous souvenez que l'ouvrier, il y a quelques années, c'était CAP. Aujourd'hui, c'est toujours Bac Pro. Toujours, l'ouvrier. Demain, ça sera BTS. D'accord ? Donc, alors, un point très positif, c'est qu'on monte en compétences, donc c'est plus facile d'avoir un engagement des salariés, ce que je vous disais tout à l'heure, sur quelque chose de plus technique, de plus intéressant qu'avant. Donc, il va y avoir une évolution progressive des profils, et les profils vont s'adapter à cette évolution. Je ne crois pas au grand soir de l'industrie 4.0. Oui, c'est pas une révolution, c'est une évolution de pied. Moi, je dirais le côté acceptance, donc le côté l'acceptance des ouvriers, hein, d'où l'accompagnement qui est important, que ce ne soit pas une décision du grand chef, comme vous le disiez tout à l'heure, pour déployer quelque chose, mais vraiment que ça soit accepté par les ouvriers, et ça se fera naturellement, à mon avis, naturellement. En tous les cas, merci, messieurs. Je crois que nous pouvons vous applaudir pour nous avoir éclairés